Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais surtout on va mettre l'accent sur la situation économique en Égypte avec de nouvelles décisions économiques dans le pays. Nous commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que plusieurs ministres tels que le ministre de la Justice, des Finances, de la Santé et des Communications, de même qu'avec le conseiller du président de la République pour les questions sanitaires et le président de l'autorité des soins sanitaires pour examiner l'état d'avancement de la mise en vigueur du système d'assurance maladie globale dans tout le pays, ainsi que sur les dernières évolutions de la situation pandémique du coronavirus. Je vais vous laisser avec un reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha. On va reprendre notre discussion ou bien notre analyse avec notre invité pour ce soir, Monsieur Mohamed Oudb. Vous êtes analyste économique. Bonsoir. 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 Alors, on va vous laisser avec le reportage et on se retrouve juste après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné dimanche l'état d'avancement de la mise en vigueur du système d'assurance maladie globale. Ceci lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que plusieurs ministres tels que le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, des Finances Mohamed Maït, de la Santé Hala Zaïd et des Communications Amr Talat, ainsi qu'avec le conseiller du président de la République pour les questions sanitaires Dr Mohamed Awad Taghiddine et le président de l'autorité des soins sanitaires Ahmed Soubki. La réunion a principalement porté sur l'état d'avancement de la mise en vigueur du système d'assurance maladie globale dans tout le pays, ainsi que sur les dernières évolutions de la situation pandémique du coronavirus. Le président a donné ses directives d'assurer la pérennité des afflux financiers en faveur du système d'assurance maladie, en vue de réaliser l'objectif de ce système et qui est notamment d'assurer les soins médicaux de qualité à tous les Égyptiens, notamment aux catégories les plus nécessiteuses. La réunion a également porté sur l'état d'avancement du système d'assurance globale sur tous ses axes législatifs et organisationnels. Les ministres ont passé en revue les indices de la performance de ce système dans sa première phase, qui a connu un succès remarquable et un afflux tangible. Au cours de la réunion, d'autres sujets ont aussi été discutés, tels que les questions relatives à l'automatisation électronique et la transformation numérique du système d'assurance maladie globale du point de vue infrastructure et connexion des réseaux, les applications et la base de données des bénéficiaires. Là, le monde souffre d'une troisième ou quatrième vague du coronavirus. On prend un petit exemple, l'Inde, où il y a 300 000 cas de Covid-19 tous les jours, avec ce que j'ai lu comme reportage, comme rapport, qu'il y a un mort toutes les 4 minutes. Là où on est en Égypte. En Égypte, vraiment, maintenant, c'est le quatrième, on peut dire, saison ou la quatrième attaque de ce virus-là. Vraiment, c'est quelque chose... Il n'y a pas de mots qui expliquent ce qui passe maintenant. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de... Le nombre de morts ici en Égypte, oui, ça diminue un tout petit peu. C'est pas au premier cas, par exemple, mais quand même, c'est quelque chose... En espérant toujours qu'avec le vaccin, tout sera réglé. Comme un système sanitaire ici en Égypte, les hôpitaux, l'oxygène, les soins intensifs, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant? C'est satisfaisant jusqu'à maintenant, par rapport toujours à l'État égyptien avec ses propres moyens et tout ça. Mais ils ont déjà lancé, presque un an, le système... le protocole, le protocole, oui. exactement, tout ça.
Et tout le monde maintenant, c'est facile de prendre le protocole gratuitement presque de tous les hôpitaux toujours, même sans être dans les hôpitaux. Par exemple, vous passez toujours à l'hôpital, ils vous demandent est-ce que c'est Corona ou pas, ou ils vous donnent le protocole de médicaments toujours, et vous restez à la maison, être toujours dans les mains des familles, tout ça, et tu prends ton protocole. Et le résultat, je trouve que c'est très bien, et c'est efficace pour les maladies, et le nombre de morts diminue. Oui, l'attaque, ça augmente dans le monde entier, mais quand même, pour les gens guéris, c'est très bien. Je trouve très bien. L'Égypte a reçu des centaines de milliers de doses de différents vaccins, surtout le vaccin chinois. Il y a l'AstraZeneca, il y a d'autres vaccins. On s'attend à d'autres quantités de doses de vaccins. Est-ce que vous trouvez que les gens sont conscients et vraiment veulent être vaccinés, ou bien les gens ont peur ici? Ça, c'est quelque chose qu'on trouve mondialement toujours, que les gens ils ont peur de n'importe quel vaccin, spécialement quand il est nouveau, pas encore testé dizaines de fois ou milliers de fois sur des gens et tout ça. Donc, pour obliger les gens, c'est pas facile. Mais il faut montrer aux gens toujours que ça, c'est efficace, que ça, c'est bien. Et pour l'Égypte, chez nous ici, oui, on a pris quelques cadeaux, quelques donations comme ça, mais en plus, j'ai déjà entendu il y a quelques jours que l'Égypte a saigné pour la fabrication toujours et la préparation de vaccins chinois ici en Égypte. Oui, et avant, toujours, on a parlé avec la Russie toujours d'avoir encore quelques doses de vaccins russes encore ici en Égypte pour donner aux gens. Et comme le monde entier, l'Égypte ici, on a mis toujours en liste les gens qui sont premier cas, ou bien sûr les gens où il faut obligatoirement donner à ces gens-là, les gens qui ont des maladies toujours chroniques, les médecins, les gens qui sont en attaque directe toujours ou en tâche directe toujours avec en contact le corps direct, sanitaire, le corps médical. Voilà. En contact direct avec les maladies, tout ça. Donc tous ces gens-là, j'ai entendu qu'ils ont déjà terminé de vacciner tous ces gens-là. Même ils ont lancé maintenant l'appel pour les gens normaux. D'accord? Allez, si vous voulez mettre vos noms sur les listes toujours de vaccins et tout ça, allez, commencez de participer. Et même moi, j'ai participé, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore... Moi, personnellement, je connais des gens qui ont été déjà vaccinés. Oui, voilà. C'est très bien. Bon, on passe à un autre sujet, c'est concernant l'économie égyptienne et qui sera l'une des rares dans le monde à marquer une croissance positive durant la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a prédit l'agence de notation internationale Fitch Ratings. L'Égypte récupère et retrouve ses niveaux de croissance d'avant-pandémie, a indiqué Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Salih Hamdi Al-Choucha nous donne les détails. L'économie égyptienne sera l'une des rares dans le monde à marquer une croissance positive durant la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a prédit l'agence de notation internationale Fitch Ratings. L'Égypte récupère et retrouve ses niveaux de croissance d'avant-pandémie, a indiqué Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le produit intérieur brut réel de l'Égypte enregistrera 5% dans l'exercice 2021-2022 et cette dernière trônera en tête des pays de la zone MENA ayant réussi à récupérer leur taux de croissance avant l'éclatement de la pandémie selon Fitch. L'agence internationale met en avant le soutien apporté par l'État égyptien au secteur du tourisme et à la production du gaz naturel qui devrait augmenter cette année. Fitch invoque également d'autres facteurs de stimulation de la croissance comme les recettes du canal de Suez et les mesures prises par la Banque centrale qui a réduit son taux directeur de 350 points durant la pandémie. Parallèlement, le Fonds monétaire international a annoncé que l'économie égyptienne continue à surpasser de nombreuses économies régionales, dont celle pétrolière des Émirats arabes unis, de l'Irak et du Qatar, et représente la deuxième plus grande en région arabe en 2020. Selon le FMI, le volume de l'économie égyptienne évalué à 361 milliards 800 millions de dollars succède celle de l'Arabie saoudite estimée à 701
milliards de dollars et précède celle des Émirats arabes unis en troisième position à hauteur de 354 milliards 300 millions de dollars. En effet, le FMI a prévu une augmentation des taux de croissance du PIB pour les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de 4% lors de l'année courante. Il a prédit dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie régionale que le Moyen-Orient et l'Asie centrale, que le rythme du redressement économique varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction de l'indicateur de la situation épidémiologique liée au coronavirus, la distribution des vaccins antivirus et l'ampleur de l'influence de cette pandémie sur les secteurs du tourisme et d'autres. Les répercussions de la pandémie ont eu un impact négatif sur les revenus de nombreux pays des régions concernées par le rapport du FMI au cours de l'année écoulée, ce qui a conduit à l'aggravation du déficit budgétaire de ces pays pour atteindre environ 7% du PIB malgré les mesures prises par ces pays pour réorganiser les priorités de dépenses. Alors, tout le monde a souffert de la pandémie du coronavirus, une crise économique inédite partout dans le monde. Ce n'est pas à comparer avec l'année 2008, par exemple, avec la crise mondiale, mais vraiment une crise où tous les pays ont été affectés, à l'exception de un nombre vraiment très petit de pays qui ont on peut dire résister, comme par exemple la Chine qui a bien résisté à cette crise économique, et voilà des organisations internationales économiques qui louent à l'Égypte sa politique monétaire et économique durant la pandémie. Exactement. Coronavirus, il a fait quelque chose sur le monde entier. On peut dire, il a mis chacun sur son niveau. N'importe quel pays. Si vous avez des problèmes, on peut dire social, on peut dire économique, on peut dire n'importe comment, ça veut dire pendant la chute de coronavirus, ça veut dire que vous avez des problèmes chez vous. La Chine, comme vous dites, elle a réussi toujours de passer, parce que vraiment, elles n'ont pas besoin de quelque chose de l'extérieur. Leurs contacts, oui, bien sûr, ce sont les mines du monde entier, les sources de matières premières du monde entier, mais quand même, ils ont résisté, ils ont réussi de vivre individuellement, seuls, fermés complètement leur pays 6 mois. Mais pour nous, ici en Égypte, on est complètement différent. On n'a pas le même niveau. On essaye, oui, on a toujours un développement dans tous les domaines, mais on essaye. Mais quand même, on a toujours des contacts, on a besoin toujours d'acheter quelque chose de l'extérieur, de vendre quelque chose à l'extérieur. Beaucoup, on a besoin toujours de ces contacts-là. Quand on trouve le monde qui nous entoure, ils ont tous des problèmes. Donc, ici en Égypte, on va avoir toujours au moins, on peut dire, des problèmes avec nos contacts, avec tout ça. Quand on réussit, voilà, quand on réussit, selon toujours les paroles des banques nationaux et tout ça, et les banques européennes et tout ça, ils ont dit que l'Égypte a réussi de passer. Oui, passer, ça veut dire, on n'a pas atteint, par exemple, un niveau, par exemple, des pays, par exemple, haut de gamme ou quelque chose comme ça. Non, mais quand même, on a réussi d'arrêter la décadence. Ça, c'est encore une victoire. Bien sûr. C'est pas toujours le victoire, c'est pas toujours parce qu'on a gagné, on est les premiers, non. Mais on n'a pas descendu, on n'a pas perdu notre position. Et ça, c'est encore une victoire et c'est très bien. Très bien. Là, c'est Fitch qui fait ce rapport et qui loue à tous les efforts de l'Égypte. Comment l'Égypte a fait? C'est-à-dire, avec cette pandémie qui a attaqué tout le monde et qui a affecté les économies mondiales, mais l'Égypte a résisté en réalisant quand même un PIB bien élevé quand même. Le mot sacré, l'Égyptien. Vraiment, cherchez l'Égyptien n'importe où. Vous avez vu toujours, il y a quelques semaines, le bateau du canal de Suez, l'Égyptien seuls, ils ont réussi de passer. Les problèmes toujours économiques et mondiaux, n'importe où sur le monde entier, l'Égypte, on essaye, avec l'Égyptien, toujours avec les mains d'Égyptiens, de développer tout ça. Ici en Égypte, quand vous regardez les routes, n'importe où, les constructions, nouveaux capitales, des projets
vraiment dans tous les domaines. J'ai déjà lu, par exemple, il y a quelques semaines, le président Sisi, il a lancé toujours le développement des campagnes et des pays et des villages ici en Égypte. Qu'est-ce qu'il cherche de tout ça? On cherche toujours développement total sur tout le domaine. C'est pas seulement oui, mais ça veut dire qu'il y a un plan qui a été mis pour arriver à ce stade. Sûr. Impossible d'avancer sans plan. Un planning, comme on dit, par exemple, c'est obligatoire. Si, par exemple, ça c'est avant, il était le problème d'Égypte, que chaque ministre, quand il vient, par exemple, il cherche de recommencer de zéro. Non, maintenant, non. Je vois bien sûr que même s'il y a, par exemple, problème ici ou problème là, où le ministre est parti, non. Ce qui vient après, il continue. Parce qu'il y a toujours un système, papier, signé par le président, par le premier ministre, par n'importe qui. C'est nickel. On peut dire, suis un plan. Le mois 1, tu fais ta, ainsi de suite. Comme ça, tu réussis, dans une période moins que le normal, d'atteindre ta position demandée ou ton planning ou toujours le plan que tu as mis, par exemple, d'être au niveau dans tel endroit, préparer cette rue-là, préparer le pont ici, ainsi de suite. Là, on va parler en détail tout à l'heure après notre troisième sujet concernant l'économie égyptienne, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays à travers la nouvelle stratégie de coopération entre les deux parties dans les 5 années à venir. Salih Hamad et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays à travers la nouvelle stratégie de coopération entre les deux parties dans les 5 années à venir à la lumière du processus de développement global et durable mis en œuvre actuellement par l'État au niveau économique et social. Le président a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Manchout. Le chef de l'État a félicité Mme Renaud-Basso, étant la première femme à occuper le poste de présidente de la BERD, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour les relations distinguées avec la banque, notamment à la lumière du rôle important qu'elle a joué pendant les dernières années en tant que partenaire dans la réussite du processus de développement dans le pays. Pour sa part, la présidente de la BERD a tenu à ce que l'Égypte soit le premier pays qu'elle visite dans le cadre de sa tournée dans la région, exprimant la fierté de la banque quant aux relations de coopération étroite et fructueuse avec le pays et ses différentes institutions financières. Madame Renaud-Basso a salué la réussite de l'Égypte à mettre en œuvre son ambitieux programme de réforme économique qui a contribué à la reprise de l'économie et à l'augmentation des taux de croissance et des investissements étrangers directs, ce qui est considéré comme un modèle à suivre pour le reste des pays africains, notamment à la lumière de la pandémie du coronavirus. La présidente de la BERD a affirmé l'attachement de la banque à étendre ses activités en Égypte et à mettre en place plus de projets de développement pour aider à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable, intitulée La vision de l'Égypte 2030. Par ailleurs, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Manchout, et le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, ont assisté à la signature d'un accord et de 3 mémorandums avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Les mémorandums sont signés pour renforcer la transition vers l'économie verte et soutenir la stratégie de l'État pour le développement durable. Il s'agit d'un programme de la BERD intitulé Ville verte qui soutient les villes pour relever les défis écologiques, améliorer la qualité de vie et réduire les répercussions du changement climatique. De son côté, le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a souligné la grande évolution dans la coopération entre l'Égypte et la BERD. Pour réaliser
le développement global et durable en Égypte, l'Égypte a décidé de coopérer avec tout le monde, avec toutes les institutions financières, avec tous les pays et toutes les organisations, surtout économiques. Monsieur Mohamed Ould, voilà. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, on sent dans la rue un développement incroyable dans la rue et dans tout le pays. Avec surtout les grands projets. On commence par exemple, avec la nouvelle capitale administrative. Comment vous voyez ce projet géant, pharaonique quand même? Vraiment, j'ai déjà vu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont terminé, tout ça. Vraiment, ça c'est quelque chose de superbe. Pour moi, je trouve, on a besoin de cette nouveauté-là. On a besoin de changer le niveau des gens et de montrer aux gens qu'on a quelque chose, on peut dire, luxueux. Je n'aime pas dire le mot luxueux, mais quand même quelque chose de capital comme il faut. Oui, capital comme le monde entier. Organisé. Voilà. L'organisation, bien sûr, c'est faite. Et le temps pour la construction, elle était le moins possible. Bien sûr. C'est vraiment quelques années et on a presque terminé 80% de la construction là-bas. Ça, c'est pour cette capitale-là. Et en plus, pour le Caire, pour le Caire, ça va vider le Caire un tout petit peu. Les gens qui aiment beaucoup le Caire, le Nil, les anciens bâtiments et tout ça, comme ça, on a le temps et on a l'espace pour changer. Changer toujours vers mieux. Vous avez vu toujours le changement fait à la place Tahrir, par exemple. Comment elle est devenue quelque chose, on peut dire, voilà la place Tahrir, place centrale du capital de l'Égypte. Vraiment, elle est devenue quelque chose mondial. Ça nous permet toujours d'avancer encore d'autres places, ou faire renouveler encore d'autres places. Quand on vide un tout petit peu l'ancien capital vers le nouveau capital. Par exemple, les ambassades, tous les banques, les grandes banques, tous les ministres, tout ça, ça va être changé ou déplacé presque 80% de leurs travaux directement vers le nouveau capital. Ça, c'est aide toujours. Et on a déjà touché toujours au centre-ville de Caire, comment ils ont changé les panneaux des magasins, comment ils ont fait quelque chose, on peut dire, retourner encore une fois vers un niveau classique et la propriété toujours du village. On est en train aussi de faire une corniche ou bien rénover la corniche du Nil qui Maintenant, si vous regardez toujours sur le Nil et tout ça, on voit toujours un changement, un très grand changement, de faire toujours petite balade ou petite... Ou grande balade. Grande balade, oui, ça va être le Nil tout entier presque, dans le zone du Caire. Donc ça va être quelque chose vraiment très bien, mais il faut faire attention toujours et demander aux gens de protéger ça. C'est pas la peine toujours de mettre des vendeurs, je ne sais pas comment, et non. Il faut organiser. Et les poubelles et tout ça. Là, vous avez parlé de la nouvelle capitale administrative, que voilà, il y aura tous les ministères, les organisations, les ambassades, etc., qui seront installés ou basés dans cette région. Mais aussi, cette nouvelle capitale, ça va représenter l'Égypte en général, d'une autre manière. Exactement. Nouvelle capitale, bien construite, bien organisée. Tout est là-bas en propriété. Si on parle d'investissement là-bas, est-ce que ça a attiré vraiment beaucoup de capitaux, surtout étrangers? Vraiment, je trouve, oui. Avec ce niveau-là ou cette période-là, dans notre civilisation moderne maintenant, oui, on a besoin de ça. Vraiment, on a besoin de ça. Très bien. Parce que les grandes tours, ils sont faits par la compagnie chinoise, CSCEC, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a d'autres qui sont faits par d'autres compagnies étrangères. Là, loin de ça, on trouve que l'emplacement de la capitale administrative n'est pas loin du canal de Suez. Exact. Quel est l'intérêt? Canal de Suez comme zone, maintenant, on commence de faire la zone industrielle là-bas. Et il y a toujours une zone spéciale pour les bateaux qui passent et tout ça, pour la réparation, pour n'importe quel, on peut dire, service logistique pour les bateaux et tout ça. Chargement, déchargement. Donc un changement 100% changé, cette zone-là. Donc quand on fait toujours le capital juste à côté, c'est normal parce que ça va être toujours l'intérêt total ou bien sûr la zone numéro 1 pour l'économie de l'Égypte dans le futur.
Nous espérons ça. Deuxième chose, quand ils ont annoncé toujours qu'il y a des projets de trains avec des grandes vitesses et tout ça, qui relient entre la mer Rouge et le Méditerranée et tout ça, et quand on trouve que tous ces chaînes de trains-là, ils passent à travers, où ils commencent, où ils terminent avec Nouveau Capital, donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose bien organisé, un plan toujours bien mis. Ils cherchent toujours de faire un train qui relie entre le port de la mer Rouge, l'Ain el-Soukhna, jusqu'à El Alamein, toujours sur le Méditerranée. Donc ça, c'est une grande et énorme distance. Ce n'est pas seulement le changement ou le déplacement des choses, des commerces, tout ça, à travers le canal de Suez, non, mais quand même, on a encore un système de train avec des grandes vitesses et tout ça, qui relie entre les deux mers facilement. Comme ça, avec deux ports, on peut changer et faire un déplacement de n'importe quel commerce, des marchandises, n'importe comment, facilement. Tous ces projets-là, vraiment, mettent toujours l'Égypte sur un niveau différent. Dans quelques mois, ils ont dit de 2023, ça va être inauguré, 100% le capital. Et le déplacement toujours des ministres, tout ça, et les ambassades et tout ça. Donc ça, on va voir encore un autre niveau de vie, un autre niveau, par exemple, je n'aime pas un niveau de vie, mais quand même, parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, le capital, il était fait pour les riches, et ça, c'est... Non, c'est pas ça. Moi, personnellement... C'est une façon de vivre. Ouais, une façon de vivre différente. Et en plus, ça aide, nous, les Kairotes, qui aiment beaucoup le Caire, l'ancien capital, de vivre comme il faut. Oui. de profiter du Caire. De profiter le Caire, exactement. Cette magnifique ville, mais avec les voitures, avec... Ils sont d'accord seulement s'il n'y a pas de développement dans l'ancien capital. Non, il y a des développements n'importe où. Les routes, les autoroutes, les routes anneaux et tout ça, les constructions dans tous les domaines, le Nil, le Corniche renouvelé, les places, les musées, tout ça. Non, non, non. Et en parallèle, avec le capital nouveau capital et l'ancien, il y a toujours parallèle de construction, parallèle de développement entre les deux. Oui. Là, vous avez parlé de la nouvelle capitale et la zone industrielle du canal de Suez. Juste à côté de cette zone, on a créé une nouvelle ville qu'on appelle El Galala. Alors, quel intérêt? Cette ville, de quoi il s'agit exactement, l'emplacement et le service qui va être présenté? C'est pas El Galala seulement. On peut dire l'Alamein et Guédida encore. C'est deux grandes villes encore. Ça, c'est une sur la mer Rouge et deuxième sur le Méditerranée. Ça, c'est encore d'autres nouveautés. Notre nouveauté, c'est de faire d'autres villes. C'est pas seulement des petites villes ou des petits villages pour les gens qui cherchent un centre balnéaire pour passer 2-3 mois. Des grandes maisons, des grandes constructions pour passer 2-3 mois dans l'année seulement et le reste, c'est fermé. Non. On cherche de déplacer, de vider un tout petit peu le Caire ou les gens et se faire sortir des gens vers d'autres villes. Mais pour obliger, je n'ai pas obligé, mais pour encourager ces gens-là de se déplacer, de quitter leur ville initiale ou natale vers une autre ville, nouveauté, il faut faire un niveau différent. Il faut faire quelque chose différent. Ça veut dire quoi différent? Ça veut dire on lui donne le maximum d'intérêt de se déplacer. Vous avez la mer, vous avez toujours les écoles, vous avez l'université, vous avez quelque chose, les maisons, propriété, Donc on lui donne le courage et on donne le maximum d'intérêt pour déplacer ces gens-là. Et tout ça aide toujours à vider un tout petit peu le Caire. Oui. Il y a de nouvelles villes qui ont été créées, si je parle de la nouvelle Ismaïlia, la nouvelle Assouan, etc. Quel intérêt de faire des villes parallèles aux anciennes villes presque partout en Égypte? Ça, c'est un projet, il y a longtemps, qui passe. C'est depuis l'époque de Sadat même, l'ancien président, et après Moubarak. Ils ont fait tout ça parce que ils ont trouvé que les gens, ils cherchent toujours de vivre, les familles. On peut dire maison de famille, ils cherchent toujours les enfants de se marier et rester à côté de leurs parents. Et ça, il va absorber, ou il va détruire complètement la terre verte. Donc, ils ont cherché de faire un allongement de ces villages-là, ou ces villes-là, mais dans la zone désertique, une zone un tout petit peu loin. Nouveauté.
Par exemple, on commence par exemple de sud. Par exemple, Assouan, maintenant on a Nouveau-Assouan. Oui. Mais Nouveau-Assouan, elle est où? Ce n'est pas toujours côté Assouan, non. Mais à 10 km loin d'Assouan, dans la zone où on peut dire dans l'allongement désertique d'Assouan. Comme ça, il aide les gens ou les jeunes qui cherchent de se marier ou de rester ou commencer leur vie à côté de leurs parents, à côté de leur pays natal. Vous avez Nouveau-Assouan juste à côté. Quand vous montez un tout petit peu, on a Luxor, on a Thèbes, encore une deuxième ville, toujours au bon lieu de Luxor, dans le côte de désert. Comme ça, si vous voulez allonger votre vie, ou si vous voulez augmenter la population du pays, du ville, pardon, c'est pas la peine d'absorber ou détruire la terre verte. Non, vous avez une zone désertique, une autre ville, encore sur un niveau encore un peu, on peut dire riche un tout petit peu de vivre là-bas. Oui, mais quand même, il aide les gens qui s'intéressent de se déplacer facilement à côté de leurs parents. Quand vous montez un tout petit peu, on a toujours Sohag Gidida, on a Assout Gidida, on a Almenia Gidida, on a beaucoup de villes, toujours dans les zones de désert à côté ou juste en face de l'autre côté de Nil de cette ville-là. Il aide toujours à absorber l'augmentation de population de cette ville-là. Donc vraiment, c'est quelque chose de superbe. Quelque chose qui va toujours, quand vous faites une autre ville à côté ou juste parallèle à une autre, vous faites des routes, il y a toujours des écoles, il y a toujours les services toujours que qu'on a besoin, donc il aide toujours à augmenter le nombre de tout. Voilà, alors on a parlé de nouvelles capitales, on a parlé des zones industrielles comme dans le canal de Suez et autres, on a parlé de nouvelles villes et des moyens de transport. Là, les routes, les nouvelles routes qui sont partout en Égypte avec les moyens de transport, comme je viens de dire. Exactement. Ça, c'est, on peut dire, c'est pas nouvelle route seulement, mais quand même, on trouve les routes entre le Caire, en passant du Caire toujours jusqu'à la frontière de la Libye, d'accord. On a les routes toujours, les routes anneaux toujours qui encerclent le Caire tout entier. On a double anneau maintenant qui encercle le Caire. Même on a des routes, on peut dire parallèles, qui partagent le Caire, toujours. Il y a beaucoup de routes dans tous les endroits. Il est toujours, toutes ces routes-là, bien sûr, pour développer industriellement, tu as besoin de routes pour déplacer les matières premières et après, ce que vous avez construit, ce que vous avez fabriqué, il faut le déplacer toujours vers les ports et tout ça, donc tu as besoin de routes. Pour, par exemple, faire une ville, par exemple, comme ville, par exemple, de l'Alamine, par exemple. Si on cherche de faire une ville comme ça, donc on a besoin toujours de routes qui amènent les gens vers cette ville-là et retourner encore une fois vers le Caire ou n'importe où. Si vous voulez faire, par exemple, le chemin de fer, comme on a dit, entre la mer Rouge et toujours le Méditerranée, donc tu as besoin toujours de routes à côté. Et quand vous faites des routes à côté, donc vous commencez toujours de faire, au lieu où des zones vertes, ou des zones, par exemple, des gens qui commencent de faire l'agriculture, par exemple, comme métier ou quelque chose comme ça, ou des zones industrielles, donc les usines commencent, ainsi de suite. Donc les routes, on peut dire, c'est le câble ou ce qu'on jette n'importe où pour commencer d'autres civilisations ou d'autres populations ou d'autres... Voilà, et tout ça mène à offrir de nouvelles offres d'emploi pour les jeunes. Exactement. Bon, l'Égypte a une grande coopération avec la Banque européenne, surtout pour la création de ce qu'on appelle l'énergie verte. Alors, partant en Égypte, on trouve qu'il y a des projets pour la production de l'énergie, des différentes sortes d'énergie verte. Ça, c'est vraiment période, on peut dire, c'est quelque chose, quand on parle sur le développement durable, ça c'est numéro 1. Quand vous parlez sur le développement durable dans n'importe quel pays, vous parlez toujours sur comment on peut utiliser les matières premières ou tout ce qu'on trouve devant nous dans ce pays-là, mais d'une façon qu'on ne trouve pas des pertes et en plus qu'on laisse un tout petit peu pour le futur. Ça veut dire, par exemple, si on parle par exemple sur l'eau, est-ce qu'on a le Nil, on a l'eau, on a l'eau souterrain et tout ça, donc on peut aller jeter l'eau n'importe où? Non, 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 non. Il faut faire attention aux gens et donner aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ou réserver l'eau et comment économiser l'utilisation de l'eau. La même chose pour poubelle. La poubelle toujours, la même chose.
Maintenant, j'ai déjà vu, par exemple, dans quelques coins, dans quelques endroits, comment ils ont commencé de faire pas un seul sort de poubelle, mais plusieurs couleurs. Ça, c'est pour le déchet vert, ça, c'est pour le déchet solide, ça, c'est pour les verts, ça, c'est le métaux, ainsi de suite. Comme ça, on donne toujours aux gens comment on peut recycler tout ça, et comme ça, on a besoin de vous montrer ou présenter que le monde tout entier, par exemple, quand on parle par exemple sur le portable, pour faire un portable comme ça, on a besoin toujours de silicate et je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des matières premières qui viennent du sol. Mais si on laisse le portable seul 2-3 mois, est-ce qu'il va faire quoi? Rien. Donc, comme ça, on perd nos matières premières. Il y a quelque chose qui passe, qui se recycle automatiquement, comme par exemple les poissons, par exemple, vous pêchez le poisson et toujours la mer, il y a toujours des poissons, plein de poissons. Mais il faut faire attention toujours et donner aux gens qu'il faut faire attention quelques mois, il ne faut pas pêcher parce que comme ça, vous protégez toujours ou laissez toujours les poissons, pondre les œufs, tout ça, et avoir la même chose pour les poubelles et tout ça. On a besoin toujours de montrer aux gens, il ne faut pas jeter dans la poubelle n'importe quoi, n'importe comment, et il faut commencer de faire des usines pour recycler tous ces poubelles-là. Le verre, on peut le retransformer encore une fois, le refabriquer encore une fois. Tout ce qui est déchets, par exemple le papier et tout ça, on peut faire des papiers renouvelés encore une fois, ou faire des papiers encore une fois. C'est pas la peine de couper des hectares et des hectares des arbres verts et tout ça pour faire des papiers ou faire du bois. Non, on peut recycler tout ça. Et ça, on a besoin, ou pour faire ça, on a besoin de commencer de A à Z, de montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dans quelques coins, dans quelques zones, les anciens, les vieux, on peut dire les vieux places ou les anciennes campagnes, quelque chose comme ça, ils n'ont pas capté ou capables de faire ça. Même s'ils font ça, il n'y a pas un système pour ramasser, pour envoyer ou enlever tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer ça dans les nouveaux capitaux ou les endroits où on construit maintenant. Par exemple, quand on dit, par exemple, l'Alamine Guidida comme ville, ça va être une ville verte, oui, on est d'accord, parce que dès début, du A, on a commencé de présenter aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut déplacer tout ça et tout ça. Et en plus, l'électricité. Quand vous parlez sur l'électricité, par exemple, on a besoin toujours d'électricité verte. Comment? L'électricité verte, au lieu de toujours d'attendre toujours l'électricité qui vient de l'État égyptien par des turbines ou je ne sais pas quoi, qui tournent avec de gasoil ou tournent avec le charbon. Non, non, non. On a maintenant d'autres sources. On a toujours les turbines qui tournent avec le vent. Par exemple, quand vous passez sur la route vers Hurghada et tout ça, vous trouvez qu'il y a centaines des turbines éoliennes, exactement, qui tournent facilement et consomment toujours l'électricité verte, comme on dit. La même chose, il y a quelques années, ils ont commencé une des plus grandes stations qui donne l'électricité avec soleil. Au sud de l'Égypte, à Bremban, voilà, à côté d'Assouan, d'accord, ça va être vraiment quelque chose verte. C'est l'une des stations les plus grandes au monde, voilà. En plus. Une des plus grandes du monde, d'accord, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça c'est la civilisation verte. Je ne dis pas une ville verte, non, la civilisation verte, c'est d'économiser dans tous les domaines, électricité, l'eau... Et comment on coopère avec la Banque européenne pour réaliser ça? Les banques européennes, ils ont toujours des projets d'aider les pays qui cherchent de développer ça, ou faire ce développement-là chez eux, de payer pour ce développement. Si vous voulez faire des usines, par exemple, pour recycler n'importe quoi, allez, on vous donne l'argent pour recycler. Pourquoi la Banque nationale ou les banques nationaux ils font ça, ou les banques européennes ils cherchent de faire ça? Parce qu'ils ont bien compris chez eux que la vie est vraiment, où la matière première sur la planète tout entier, il est limité. Donc il faut aider les gens de limiter encore une fois leur utilisation de toutes ces matières premières. Donc il aide le monde entier, ce n'est pas l'Égypte seulement, mais quand même il aide. Et l'Égypte, c'est un des pays qui a fait attention de faire attention toujours, de développer ce domaine-là, de recycler et de... Qu'est-ce qui a encouragé cette banque spécialement? Parce qu'il y a l'économie égyptienne. Voilà. L'économie égyptienne, pendant le coronavirus, quand vous réussissez toujours de passer coronavirus sans problème,
et économique, sans problème de santé, sans problème n'importe comment. Donc, il encourage toujours n'importe qui de verser l'argent pour toi et chez toi et développer parce qu'il va avoir un revenu normal, total, sans problème. L'argent, il est bien conservé. Vous avez mentionné tout à l'heure un sujet très important, c'est le recyclage des ordures. Exactement. Là, il y a un exemple très connu en Égypte, je suis sûr que vous êtes très au courant de cet exemple, c'est Sœur Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le quartier des chiffonniers en Égypte? Pour donner un exemple de quoi il s'agit, le recyclage, etc. Et la vie. Vous parlez sur Sœur Emmanuel seulement, mais il y a encore en Égypte encore d'autres. Par exemple, quand on parle toujours sur le sud, par exemple, il y a des villages, d'accord, à côté de Luxor, qui font toujours le poterie, tout ça. Donc ça, c'est un système, je le trouve superbe. C'est de donner aux gens toujours comment il faut recycler ou comment on peut travailler, même les petits fragments, les petits on dit, les petits fragments comme ça, on peut le travailler, faire des choses avec, artisanales et tout ça. Même le bois. Il y a à côté de Assiout, toujours, notre ville, toujours, qui fait la même chose. Et encore, il y a à Fayoum. Il y a encore à Fayoum, par exemple, un autre endroit toujours qui recyclait tout. Même les fruits, tout ça, les couvertures, n'importe quoi, on peut le recycler facilement. Alors, vous n'avez pas donné l'exemple de Sœur Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle est arrivée? L'histoire? L'histoire, ça c'est quelque chose... Je ne demande pas l'histoire, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec les chiffonniers? Vous ne voulez pas traiter de ce sujet, alors ce n'est pas grave. On passe au développement global en Égypte. Où on est dans quelques années, c'est-à-dire vous avez parlé d'un développement incroyable dans les quatre coins de l'Égypte, là où on est dans l'année 2030, 2030. 2030, ça c'est vraiment quelque chose, comme on a déjà parlé, l'État égyptien, il cherche à l'année 2030, on a capitale, nouveau, on a 2-3 villes, nouveautés toujours, on a réussi de déplacer des gens, et ils ont bien vécu leur vie là-bas, il y a des zones vertes, le Caire même, il était développé, il était bien préparé, organisé, tout ça. Donc ça retourne encore une fois vers la beauté, la charme du Caire ancienne. L'éducation, dans le système d'éducation, on a réussi toujours de faire un système. Maintenant, on a des va-et-vient entre le système scolaire et tout ça. Voilà. Et bien sûr, la technologie, tout ce qui est Internet et tout ce qui est... Voilà. Le président, il y a quelques jours seulement, il a lancé toujours un grand projet industriel pour faire révolution industrielle ici en Égypte. Et ça va être la période prochaine, c'est juste pour l'industrie et développer l'industrie dans tout le domaine. Révolution numérique. Voilà. Numérique, non, et industriel encore. Il a lancé un développement industriel. Le prochain parti ou le projet, ça va être concentré sur tout ce qui est industriel. Numérique, oui, il a lancé le début de tout ce qui est numérique, je ne sais pas quoi, les cartes d'identité, je ne sais pas comment, numérique, le passeport, tout ça, et les papiers, ça va être, si vous avez besoin de n'importe quoi de l'État égyptien, vous faites sur ordinateur facilement. Donc, il a bien sûr mis tout ça en valeur et ça aide toujours de ne pas perdre le temps et tout ça et mettre l'Égypte sur une position entre les pays. On ne parle pas plus maintenant sur tiers-monde ou quelque chose comme ça. Non, maintenant, on est capable de mettre notre pays sur un niveau très élevé entre les autres pays normaux. Tout ça, vraiment, c'est dans l'année 2030, on va trouver l'Égypte selon le plan mis, vraiment, j'espère, même avant 2030, on va être sur un niveau très élevé, très, très, très bien qualifié entre le monde entier. On va faire face à la pauvreté, à tout ce qui entrave notre développement. La pauvreté, et le bien-être du toujours peuple. qu'il y a un projet toujours lancé toujours pour développer les villages, les anciens villages et tout ça, et mettre les bidonvilles. Les bidonvilles encore. Ça, c'est encore plus ancien.
Donc ça, c'est vraiment des projets dans tout le domaine. Ça, c'est vraiment à l'année 2030, j'espère même avant de trouver l'Égypte qu'on estime toujours de trouver. Voilà. Je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Oud, pour toutes ces explications concernant le développement en Égypte actuellement et la coopération avec les organisations internationales ainsi que les banques internationales pour réaliser le développement durable et vert en Égypte. Je vous remercie beaucoup. Merci, Claude. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.